Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la région. Et l'information principale ces jours-ci, c'est le déminage qui va avoir lieu ce dimanche du côté de Boulogne-sur-Mer. Vous le savez, les fonds marins de la région sont pleins de bombes qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Les déminages risquent de se reproduire dans les prochaines années, déminages qui ont souvent lieu d'ailleurs sur les plages, mais celui de ce dimanche va être exceptionnel puisque le dernier explosif qui a été ramené dans le port de Boulogne-sur-Mer le week-end dernier pèse 250 kg, dont 150 d'explosifs. L'opération de désamorçage prévue est donc tout aussi exceptionnelle que la découverte de ce missile. Dimanche, dans les communes de Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Outreau, il y a près de 25 000 personnes qui vont devoir rester confinées à domicile le temps de l'opération de déminage, de midi jusqu'à 18h45 au plus tard. Le périmètre de sécurité s'étendra à 1500 mètres autour de la zone d'intervention. Pire, il y a près de 600 riverains qui habitent dans un rayon de 250 mètres du lieu, qui n'ont pas de volets aux fenêtres, qui vont devoir être évacués de chez eux. Dans le même temps, Nausicaa va être fermé ce dimanche. Le marché du dimanche sur le quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer est annulé, de même que toutes les manifestations prévues dans la ville ce jour-là. À la gare de Boulogne-sur-Mer, il y aura des trains supprimés, 8 TER en tout entre 15h et 18h15. Et il y a près de 350 personnels de sécurité mobilisés entre pompiers, policiers, gendarmes maritimes et plongeurs démineurs. Un périmètre qui sera très surveillé, bouclé par 45 points de contrôle tenus par les forces de l'ordre, sans oublier 2 drones qui survoleront régulièrement la zone pour surveiller le respect du confinement. Notez qu'au début et à la fin de cet épisode de déminage, les sirènes des 3 villes, Boulogne-sur-Mer, Outreau et Le Portel, vont sonner pour avertir la population du début et de la fin de ce déminage. Alors si cette opération est devenue une habitude, ce désamorçage en ville est exceptionnel, d'où ce dispositif très impressionnant. Écoutez Fabien Sudry, le préfet du Pas-de-Calais, au micro de Morgane Rélan. Sur le littoral du Pas-de-Calais, nous avons l'habitude d'avoir ce type de découverte d'engins, de munitions, des de guerre notamment. C'est de l'ordre d'une à 2 fois par semaine sur le littoral du département qu'il y a ce type de découverte. Mais là, vous le dites, la particularité et donc la difficulté et l'enjeu pour nous, l'enjeu pour les autorités publiques, c'est qu'elles se situent sur un port, en ville, dans une agglomération, ce qui nous conduit à mener une opération lourde, qui n'est pas ordinaire, qui est importante, de confinement de la population. On en vient à cette manifestation de militants de la cause animale devant le siège du conseil régional pour réclamer plus de droits pour les animaux. Ils ont ainsi bloqué l'entrée du bâtiment pendant quelques minutes. Une action pacifique de désobéissance civile qui s'inscrit dans un mouvement international pour la promotion d'une déclaration des droits des animaux nommée Loi de Rose. Ces militants veulent que les animaux soient libres, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas propriété d'autrui, qu'ils ne soient pas exploités, maltraités ou tués, qu'ils aient un foyer, un habitat et un écosystème protégé. Bref, explication de leurs revendications, c'est au micro de Rémi Desremeaux. Aujourd'hui, effectivement, on se bat pour que tous les individus aient des droits, quelle que soit son espèce. Aujourd'hui, on a des déclarations des droits humains, mais pas encore des droits des autres animaux. Or, depuis quelques années, on sait que les animaux ont des expériences subjectives complexes. On sait qu'ils ont des émotions, qu'ils ressentent le plaisir, qu'ils ressentent la douleur. Donc, ils ont un intérêt à vivre et à ne pas souffrir, à ne pas subir des violences de la part des êtres humains. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une déclaration des droits fondamentaux des animaux pour que leurs intérêts fondamentaux soient pris en compte, c'est-à-dire les messages que vous voyez sur les pancartes ici. Donc le droit d'être libre, le droit de ne pas être tué par des humains, le droit d'avoir un habitat adapté, le droit d'être secouru en cas de détresse, par exemple. Et puis une journée dans la peau d'un artisan, c'est ce que propose la plateforme We Can Do. À travers des ateliers avec les professionnels et sur leur lieu de travail, vous pourrez découvrir comment travaillent les ébénistes, les pâtissiers ou encore les menuisiers, ou même des métiers moins connus comme les doreurs ou les céramistes. L'occasion donc d'apprendre à fabriquer des objets de ses propres mains comme un tabouret ou un Bouddha bol, mais aussi de créer un parfum ou même de pouvoir restaurer une vieille chaise. Le but, c'est de mettre en valeur la fabrication artisanale de manière participative. Pour ce reportage,
Idil Gunay a suivi Paul, il est informaticien dans la vie et il a choisi de passer 6 heures avec Olivier Melili qui est orfèvre et sculpteur, 6 heures pendant lesquelles il a pu apprendre à fabriquer une cuillère en argent, une expérience qu'il ne regrette pas. Écoutez. Le fait de travailler sur des produits comme ça, le métal en particulier, alors c'est pas de la forge mais c'est déjà le travail du métal, ça m'intéressait beaucoup, on n'a jamais trop l'occasion de le faire et là c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Cet après-midi, donc on fait une cuillère en argent, donc on va commencer par faire le cuiron, la partie principale avec une mise en forme au marteau. Et ensuite on travaillera sur le poli de la pièce pour la fin, pour que ça soit joli et brillant. J'ai appris que ça serait pas de la fonderie, ça serait le travail de mise en forme. Je pensais que les cuillères étaient faites directement dans des moules, alors que là on voit bien qu'il y a un travail d'artisan, de devoir travailler la pièce à la main, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis on termine avec du sport et du football. La déception pour le LOSC qui s'est encore incliné, cette fois face à Chelsea, 2-1. Un début de match canon des nordistes qui vont encaisser le premier but avant de revenir à la marque sur corner grâce à l'inévitable Osimhen. Mais en deuxième mi-temps, Willan va crucifier les Dogs d'une reprise de volée. 2-1 donc et 0 points après 2 journées. Pour l'instant, rien de catastrophique pour les Lillois, d'autant que dans l'autre match de la poule, l'Ajax s'est imposé 3-0 face à Valence. Alors au classement, les Néerlandais ont 6 points, Chelsea et Valence en ont 3 et Lille est dernier avec aucun point au compteur, mais il reste encore 4 matchs pour inverser la tendance. Les Lillois qui ont donc commis 2 erreurs qui ont coûté 2 buts. Écoutez Christophe Galtier hier soir en conférence de presse d'après-match. Sur les 2 premiers matchs que nous jouons, c'est que sur nos temps faibles, nous encaissons des buts et on souffre. Le premier but est une grosse erreur défensive, le deuxième, il y a un duel épaule contre épaule, c'est un joueur de Chelsea qui sort vainqueur, et puis après il y a un geste parfait de Williams, qui je lisais dernièrement, il a commencé à jouer en Champions League en 2013. Donc voilà, tout ça fait que il y a à un certain moment dans le match un écart important entre les deux équipes. Ce n'est pas de manière individuelle que je vais parler, mais de manière collective. J'insiste sur le fait que l'adversaire a l'habitude de ce genre de match. Nous, pour aller bousculer ce genre d'adversaire, on est à 110, 120, 130%. Des Lillois à qui il reste un dernier match avant la trêve internationale. Ce dimanche, ils recevront Nîmes. À noter que pour la trêve internationale, Jonathan Iconé est encore convoqué par Didier Deschamps pour le match contre l'Islande ce vendredi et contre la Turquie lundi d'après. Mike Maignan, lui, sort du groupe. Il est remplacé par Steve Mandanda. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.